Salut à tous, c'est encore moi qui réapparais aujourd'hui en ce mardi 1er novembre 2022. Voilà. Aujourd'hui, je viens pour vous présenter une vidéo qui s'intitule OS Security with Linux. Ok. Pour ceux qui avaient suivi ma vidéo précédente, on avait parlé de la sécurité du système d'exploitation avec Windows. On a vu différents éléments comme les droits d'accès, les stratégies de groupe, voilà, création de comptes temporaires. J'avais fait même un script, voilà, ou ceux qui voulaient avoir le script pouvaient me poser sur la vidéo. Aujourd'hui, c'est dans le même chapitre, hein, voilà, OS Hardening, mais ce qu'on va voir, OS Hardening, mais ce qu'on va voir, c'est avec Linux. On l'a vu avec Windows, voilà, compte tenu du temps qui m'est réservé, puis en plus, il est un peu tard, voilà. Déjà, on va, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Linux, je ne vais pas ici expliquer ce que c'est que Linux, c'est quoi Linux, comment, le pourquoi du comment, non. Je ne vais pas faire un bref historique de Linux, mais je vais aller directement, pour ceux qui maîtrisent déjà les bases de Linux, c'est bon, mais je vais aller directement sur les pratiques de sécurité, voilà, propres au système d'exploitation. Voilà. Donc, si vous avez des questions durant toute cette première partie, n'hésitez pas à me les faire savoir sur mon mail, y compris aussi en commentaire, autant pour moi, y compris en commentaire sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est parti. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va faire un petit rappel. Voilà, un petit rappel. On va voir le security process, ce qu'on a appris aujourd'hui, et posez-moi vos questions. Okay? Dans la partie posez-moi vos questions, vous pouvez poser vos questions en commentaire et aussi dans les mails. Voilà. Donc, dans cette partie, on va toucher quelques éléments relatifs à Linux. Voilà. On va avoir aussi des éléments au niveau du security process. Voilà, parce que c'est sur ça qu'on va tarder un petit peu. Voilà, on va tarder un petit peu seulement. Mais ces security process-là, voilà, ce sont des recherches et aussi ce sont des éléments d'expérience personnelle. Donc, je n'hésite pas qui utilisent Linux. Il y a beaucoup d'utilisateurs de Linux. Il y a des gens même qui sont plus forts en Linux que moi. Mais au moins, ces petits rappels, ces petits éléments peuvent les aider. Voilà. On va faire un bref rappel. Voilà. Comme j'ai dit, je ne vais pas entrer dans le pourquoi du comment de Linux. Mais déjà, sachez que Linux est un système d'exploitation open source. Voilà. Dans certaines recherches, il est dit que Linux est en réalité un noyau. Voilà, bon, certains disent que c'est un noyau, selon certaines sources. Donc, pour preuve, j'aimerais que vous vous rendrez un peu sur Wikipédia, parce que, à la base, selon moi-même mes propres recherches, j'ai découvert également que Linux, c'est un noyau à partir duquel sont attachés divers outils, c'est-à-dire divers programmes, qui forment en un mot un système d'exploitation. Par exemple, Ubuntu, c'est un système d'exploitation, mais qui est basé sur le noyau Linux. Voilà. Le noyau, si j'ai omis d'autres éléments encore relatifs à Linux, je mettrai ces liens-là en description pour que vous puissiez, voilà, avoir une idée de ce que c'est. Donc, ce système d'exploitation open source, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un open source, ou pour ceux qui en savent, je vais rappeler quand même. Voilà, c'est un système dont le code peut être réutilisé pour pouvoir ajouter d'autres programmes, pour pouvoir créer ce qu'on appelle une distribution. Souvent on fait un peu de confusion, souvent on dit distribution, ok, distribution, et puis après on dit autre chose, parce qu'il faut savoir, je vais dire de façon simple, hein, voilà, de façon simple, les distributions, ok, qui sont réalisées avec le noyau Linux, ils sont réalisés avec le noyau Linux et qui
bien sûr, sont utilisés pour des besoins. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on a Ubuntu que tout le monde connaît. Voilà. On a Ubuntu que tout le monde connaît qui utilise le noyau Linux. Hein, il utilise le noyau Linux. Ça fait un. De deux, euh, Ubuntu peut être utilisé sous divers besoins. Voilà, j'explique un peu. Sous divers besoins. Ubuntu peut être utilisé comme un serveur, par exemple. Il peut être utilisé comme un serveur. La preuve, quand vous allez sur le site même de Ubuntu, vous avez la version desktop, c'est-à-dire la version bureau de Ubuntu. On ne pas dire la version desktop. C'est le noyau Linux plus les logiciels de bureautique qu'on voit le plus souvent. Voilà, donc c'est une clarification et c'est ce qui est en ce qui concerne les systèmes d'exploitation Linux. Quand vous choisissez Ubuntu Server, vous avez le noyau Linux, ok, du système d'exploitation Ubuntu. Vous avez le noyau Linux. Vous avez des programmes de base qui sont calés autour de ce noyau Linux. Et en plus de cela, vous avez des programmes de type serveur qui s'ajoutent hein, au noyau Linux encore. Donc, vous voyez que c'est pourquoi je dis que selon certaines sources, Linux, c'est un noyau. Ok? Et c'est sur ce noyau que sont attachés divers programmes. Ok? Voilà. Donc, à partir de cela, il y a différents comme Fedora, comme Linux Mint, comme Kali pour ceux qui veulent faire la sécurité. Donc, vous voyez que ces distributions, ce sont des systèmes d'exploitation qui sont adaptés en fonction des besoins. Voilà. Ils sont adaptés en fonction des besoins. C'est pourquoi vous avez, pour ceux qui veulent faire de la bureautique, peuvent utiliser Ubuntu, Linux Mint, etc., etc. Pour ceux qui sont dans le domaine de la musique, vous avez Ubuntu Studio. Voilà. La musique, le montage, vous avez Ubuntu Studio. Vous avez d'autres distributions aussi, à partir desquelles il y a le noyau Linux. Et vous avez des logiciels de montage vidéo qui sont intégrés, des logiciels de son, de mixage et autres qui sont aussi intégrés à ce système-là. Donc, voilà un peu en clair le petit rappel que je voulais faire sous Linux. Donc, cet exemple vient compléter l'explication. Si vous n'avez pas bien compris, donc, vous pouvez vous référer à l'exemple. OK? Et petit détail encore, quand vous allumez votre ordinateur, quand vous démarrez Ubuntu, vous démarrez Linux Mint, vous démarrez Mandriva, vous démarrez Kali, vous démarrez je sais pas, je dis n'importe quoi, n'importe quel système, vous allez voir que vous avez Linux et puis la version du noyau. En réalité, vous avez Linux et puis kernel version, ok? En fait, ce sont des indicatifs qui indiquent que c'est la version du noyau Linux, ok? C'est la version du noyau Linux, voilà, la version du noyau Linux qui est utilisée, ok, pour ce programme. Et comme je l'ai dit tantôt, Linux, c'est le noyau, donc le cœur du système, ce qu'on appelle kernel en anglais. Et c'est celui que sont attachés tous les programmes. Ok? Tous les outils ou les programmes, si vous voulez. Donc, en un mot, rendez-vous sur Wikipédia pour l'histoire de Linux. Donc, pour comprendre aussi tout ce qui se passe au niveau de Linux, comment est-ce que Linux a évolué et le rôle qu'il joue aujourd'hui. Donc, sachez déjà, je résume. Hein, une bonne fois pour tout, je résume. Linux, hein, Linux, c'est un système d'exploitation contenant le noyau Linux plus les programmes qui y sont attachés. Ok? Je prends un exemple. Vous avez Ubuntu. Pour ceux qui veulent faire de la bureautique, il y a Ubuntu, il y a Linux Mint. Ils ont un noyau Linux et à ce noyau-là sont attachés plusieurs programmes destinés à la bureautique. Donc, vous avez plusieurs programmes destinés à la bureautique. C'est bon? Il y en a une pléthore. Il y a un aussi comme ça, un titre d'anecdote qu'on appelle Madbox. Je ne sais pas si ça existe encore ou le nom a été remplacé. Voilà. Donc, vous avez un autre exemple, Ubuntu Server, pour ceux qui veulent faire du serveur. OK? Ubuntu Server, par exemple. Je sais qu'à part Ubuntu Server, vous pouvez trouver d'autres. Vous avez le noyau Linux. Vous avez des programmes de type serveur, OK, qui sont attachés à ce noyau. OK? Donc, ils sont ajoutés en plus du noyau. Voilà.
Donc, ces deux exemples-là, juste un rappel pour montrer un peu ce qu'est Linux. Voilà. Donc, Ubuntu Server, c'est une distribution de Linux qui est basée sur quoi? La gestion d'un serveur. La gestion d'un service. Ça peut être des serveurs de fichiers, serveurs web, etc. etc. OK? Euh, il y a également la version bureautique. OK? Ubuntu, qu'on peut utiliser pour faire tout ce qui est bureautique, c'est-à-dire les saisies, les traitements de texte, etc., comme tous nous connaissons. Voilà. Donc, une fois clarifié, on va aller dans notre élément qui est l'important. OK? En termes de sécurité, l'important, c'est quoi? Il y a déjà, je rappelle qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Voilà. Il n'y a pas de sécurité à 100%. Si quelqu'un vient me dire qu'il y a une sécurité à 100%, j'aimerais qu'il me fasse assez de démonstrations. Voilà, pour que moi je sois convaincu. Mais est-ce que je dis qu'il n'y a pas de sécurité à 100%? Et je veux rappeler aussi trois points essentiels en ce qui concerne l'aspect de la sécurité. Nous avons l'homme, ok, le matériel et le logiciel. Je commence par l'homme parce que c'est l'homme qui interagit sur le matériel. Ok, il interagit sur le matériel. Il peut le faire de façon directe sur le matériel ou indirecte, c'est-à-dire à travers un logiciel, donc un programme informatique. Déjà, les êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. Depuis la création du monde, quand Dieu nous a créés là, déjà avec Adam et Ève, même la Bible le résume, nous ne sommes pas parfaits. C'est pas pour faire de l'évangélisation, mais pour montrer que en l'homme se trouvent des failles humaines. Souvent, pour ceux qui ont fait le cycle littéraire, pas terminal, c'est-à-dire la philosophie, pour ceux qui sont dans la philosophie, dans l'aspect du comportement de l'homme, on a la conscience et l'inconscient. Mais on remarque que il y a des choses que nous faisons qui nous échappent. Okay? Donc ces choses qui nous échappent montrent que l'homme n'est pas 100% parfait. La preuve, il y a l'erreur humaine. Okay? Il y a des erreurs que nous commettons. Donc en termes de sécurité, souvent, il y a des hackers qui exploitent des failles humaines. Ça existe. C'est Dieu qui nous a créés. À moins que Dieu lui-même fournisse un patch, hein, il fournisse un patch, voilà, pour supprimer carrément ces failles humaines. Parce que par faille humaine, ne veut pas dire quoi? Des erreurs que nous commettons, des lapsus, etc., etc. Donc, à moins que le Dieu Tout-Puissant puisse euh, envoyer ses anges ou bien nous endormir afin de mettre des patchs, de sorte à ne plus faire des erreurs, à ne jamais faire d'erreurs, voilà, à ne jamais commettre le péché, si je puis m'exprimer ainsi, de sorte à ce que l'homme soit parfait. Mais déjà, de base, l'homme n'est naturellement pas parfait. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on comprenne ça. Donc, dans le thème de la sécurité informatique, l'homme peut être aussi enclin euh, à faire des erreurs. Voilà. Il y a des erreurs que l'on peut faire. Il y a aussi des failles humaines qui peuvent être exploitées. Ça peut être par rapport à nos émotions, à nos sentiments. Voilà. Donc, l'aspect humain hein, intervient beaucoup dans ce fait-là. Il y a également le matériel. Comme j'ai dit, l'homme peut agir directement sur le matériel. Voilà. Ça peut être des systèmes de production dans des usines, d'autres peuvent agir directement sur le matériel, comme indirectement. Parce que le matériel, hein, un matériel, par exemple, peut avoir ce qu'on appelle des failles. Euh, Ces failles, c'est-à-dire quoi? C'est des défauts, ok, des éléments qui peuvent compromettre le fonctionnement de celui-ci. Ok? Le fonctionnement de celui-ci. Voilà. Donc, l'homme, en agissant sur le matériel, peut-être, ça peut ne pas être l'homme, mais le matériel peut avoir un défaut. Vous voyez, le matériel peut avoir un défaut. Par exemple, je peux demander à certaines personnes qui a acheté du matériel informatique et qui, en l'utilisant du premier coup, a eu des problèmes.
Moi, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai acheté une clé USB, c'est un matériel informatique, hein. J'ai acheté une clé USB et quand je l'ai utilisée du premier coup, euh, la clé USB n'a plus fonctionné. C'est-à-dire, on a un son comme XP sous XP. Quand vous branchez une clé USB sur un système d'exploitation, par exemple, comme Windows 10, il y a un son qui dit qu'il y a un matériel qui est branché. Moi, j'ai branché, j'ai entendu le son, mais il ne s'est rien produit à la suite. De même, j'ai acheté un disque dur où, en branchant, un disque de 500 Go, en branchant, il m'affichait 128 Go. Hein, 700 gigaoctets, quand j'ai branché, il m'affichait 128 Go. Donc, c'est pour dire que le matériel peut connaître des défauts. Voilà. Dans les systèmes de production, on en voit aussi, il y a du matériel qui est installé. Lors de la mise en production, il y a un défaut. Du coup, la production peut-être d'un produit, voilà, s'en retrouve impactée. Il y a également le logiciel. Comme j'ai dit, l'homme peut agir directement sur le matériel. J'ai donné des exemples. L'homme peut ne pas aussi agir directement sur le matériel, mais il peut le faire grâce à des programmes, grâce à des logiciels. On peut voir aussi que les logiciels, okay, le matériel comme le logiciel, j'interviens parce que on peut retrouver ce qu'on appelle des erreurs de conception. On peut des erreurs de conception au niveau matériel. On peut avoir aussi des erreurs de conception au niveau logiciel. C'est pourquoi souvent vous avez des failles au niveau des logiciels. Et n'empêche que certaines entreprises, voilà, vous fournissent ce qu'on appelle des patchs, des mises à jour pour pouvoir corriger ces erreurs-là. La preuve, je prends un exemple. Windows, c'est un système d'exploitation, non? Mais pourquoi à chaque fois, on vous demande de vous connecter à Windows Update pour mettre à jour votre système d'exploitation? Défaut, il y a des failles et ces failles peuvent conduire à la compromission totale de votre machine. Ok? Par compromission totale, c'est-à-dire qu'un hacker, un pirate informatique, hein, peut accéder à votre ordinateur, à votre donnée, parce qu'il a su exploiter un défaut, une faille dans votre système d'exploitation. OK? Voilà. Donc, voici l'important. Voilà. Donc, déjà, cette vidéo que nous voyons là, autant pour moi, cette vidéo que nous voyons là va vous montrer des procédés de sécurité de sorte à réduire, ok, à réduire des risques. Voilà. Ce n'est pas une sécurité à 100%, c'est juste de quoi réduire les risques. Voilà. Juste de quoi réduire les risques, quel que soit le matériel, le logiciel qu'on utilise et quel que soit aussi nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous voici un peu dans le security process. Dans security process, on aura des éléments à connaître pour pouvoir sécuriser notre système d'exploitation. OK? D'abord, il y a des fichiers de configuration. Donc, on verra réattribution de permissions. On va voir pourquoi est-ce qu'il est important de créer des comptes temporaires, pourquoi attribuer des permissions à ces comptes temporaires. On aura l'occasion aussi de savoir si quelqu'un s'est connecté ou a utilisé ma machine. OK? Cette question-là revient souvent. Voilà. Cette question va nous permettre de voir est-ce que quelque part, en notre absence, c'est vrai, même si on était un ordinateur, est-ce que quelqu'un n'a pas allumé pour voir si notre machine a, voilà, si notre machine a été utilisée ou non. On va aussi avoir un contrôle sur les espaces disques. OK? Parce que souvent, certains programmes peuvent, des programmes malicieux peuvent utiliser l'espace disque. OK? Peuvent se servir de l'espace disque. Donc, on pourra, en un mot, voir est-ce qu'il n'y a pas une activité anormale au niveau de nos périphériques de stockage, tels que les disques durs, etc. Voilà. On va aussi voir comment peut-on limiter l'accès administratif, c'est-à-dire l'accès route, consulter des logs, appliquer le principe du cryptage et aussi les ACL, c'est-à-dire les listes de contrôle d'accès. Parce que sous Linux, il y a une fonctionnalité qui nous permet de
faire des contrôles d'accès sur des dossiers, des fichiers, voilà, au sein du système d'exploitation. Et aussi, on va voir la sécurité au niveau du chargeur d'amorçage qu'on appelle le bootloader. Donc, dans la première partie de cette vidéo, on va s'arrêter au niveau du contrôle des espaces disques. Dans la seconde partie, on verra l'accès administratif jusqu'à la sécurité du chargeur d'amorçage. Et pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes sur le durcissement du système d'exploitation sous Windows, on a vu par là que le durcissement du système, ok, le durcissement du système ne se limitait pas seulement qu'au niveau logiciel, mais aussi au niveau matériel. Donc, j'ai déjà fait une démonstration au niveau matériel en utilisant les éléments de ma machine virtuelle. Ça reste la même, les pratiques sont les mêmes, ok? S'il y a des technologies de sécurité au niveau de votre matériel que vous ne connaissez pas, essayez de vous rendre sur le site officiel de votre ordinateur, voilà, et puis essayez de voir ces éléments de sécurité. Essayez aussi de vous renseigner sur Internet en ce qui concerne les éléments de sécurité de votre machine. C'est aussi important. Voilà. Donc, on va voir les 4 premières parties et on se verra plus tard dans une nouvelle vidéo où on terminera les dernières parties. Allez. Donc, la première partie, on va voir des fichiers de configuration. Ce qu'on va voir dans les fichiers de configuration, on va voir le fichier etc password. Donc déjà, sous Linux, tout ce qui est configuration d'un système d'exploitation se trouve dans un dossier qu'on appelle etc, /etc. C'est-à-dire le /etc ici va nous permettre, contient l'essentiel de tout ce qui est configuration de la machine. Ok, configuration des programmes de la machine. Voilà. Donc, que ce soit le réseau, que ce soit les périphériques, voilà, tout se trouve sous le fichier etc. Ok, voilà, ça c'est sous Linux. Bien. Maintenant, il y a 3 fichiers importants. Il y a le etc password, etc shadow et etc group. On va voir ces différents fichiers de configuration parce que les hackers, souvent quand on veut compromettre par exemple un système sous Linux, l'obtention de ces 2 fichiers, c'est-à-dire etc password et shadow, sont aussi importants lorsqu'on fait ce qu'on appelle du password cracking, c'est-à-dire qu'on veut craquer des mots de passe utilisateurs. Voilà. Donc, on va voir on va voir les 3 éléments de configuration. C'est vrai, il y en a plein, mais pourquoi ces 3 éléments de configuration? Parce que je les trouve importants. Voilà, parce que des hackers peuvent s'en servir pour pouvoir avoir un accès plein. Ok, voilà. Donc, en un mot, compromettre la machine. Ok, voici etc password. Voilà. On a dit quoi? etc password, c'est un fichier de configuration qui contient toutes les informations sur les comptes utilisateurs et des mots de passe. Ok, ceux-ci sont combinés souvent avec le fichier etc shadow. Pourquoi etc shadow? Parce que etc shadow, la combinaison des deux, en fait, ces 2 fichiers vont être utilisés par des hackers pour pouvoir craquer des mots de passe. Donc, pour ceux qui sont intéressés par une démonstration de password cracking sous Linux, voilà, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire si vous voulez bien sûr avoir cette vidéo de démonstration. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu déjà etc shadow. Donc, quand vous créez un compte sous Linux, même lors de l'installation, par exemple, Ubuntu ou de n'importe quelle distribution Linux, voici à quoi ça ressemble. Ok. Donc, ici, je vais vous montrer différents éléments. On va décortiquer ça ensemble. Nous avons le encrypted password. Mais avant ça, nous avons le login ID. Le login ID ici correspond au nom d'utilisateur sous Linux. Quand vous démarrez votre distribution Linux, que ce soit Ubuntu, je prends le cas d'Ubuntu par exemple. C'est vrai, il y en a une pléthore, mais je prends le cas d'Ubuntu. Sous Ubuntu, il y a le nom d'utilisateur qui apparaît. OK? Et vous introduisez votre mot de passe. OK? Donc, ce nom utilisateur,
c'est ce qui apparaît ici. Ok, par exemple, c'est beginning Linux, qui est le nom d'utilisateur. Ok. Maintenant, vous avez le encrypted password. Ici, pourquoi on met X? Ok. Parce que le mot de passe est crypté. Voilà. Eux-mêmes nous ont dit ici, un mot de passe crypté ou X. Chez Linux, ici, le système de cryptage de mots de passe, ici, on ne peut pas avoir, je vais dire sous Linux, avec ce fichier-là, on ne peut pas avoir le mot de passe directement comme ça. Ok? Pour des raisons de sécurité. C'est pourquoi quand vous entrez votre mot de passe, il y a un process qui est effectué derrière où lorsqu'il enregistre dans le fichier etc password, il ne va pas mettre le mot de passe, mais il va mettre simplement un X. C'est tout. Il va mettre simplement un X. Vous avez le UID. Ok? Le UID, ça c'est User ID. Ça n'a rien à voir avec le Login ID. Le User ID, c'est l'identifiant utilisateur. Sous Windows, l'élément que je n'avais pas spécifié dans ma vidéo précédente, c'était le User ID sous Windows. Ok, vous avez aussi sous Windows ce qu'on appelle un User ID. Et sous Windows, si le User ID a été pris par un hacker, je dirais en un mot, vous êtes foutu. Pourquoi vous êtes foutu? Parce que à partir du User ID, on peut soutirer encore une pléthore d'informations sous Windows. Ok. J'évite de montrer ça parce que ça peut être très sensible pour certaines entreprises, voilà, ou certains administrateurs s'ils ne savent pas. Vous avez ensuite le GID, c'est-à-dire quoi? Après le User ID, vous avez le groupe ID. Ok? Le GID, c'est le groupe ID. Voilà. C'est l'identifiant de votre groupe. Ok? C'est-à-dire le groupe par défaut, votre groupe par défaut. Par exemple, pour ma vidéo précédente, admin sous Windows, on avait vu que quand on créait un utilisateur, l'utilisateur se rangeait dans quoi? Un groupe par défaut. Le groupe par défaut des utilisateurs, c'était users ou utilisateurs. L'utilisateur ici n'était jamais dans un groupe comme administrateur. C'est impossible. Voilà. À moins que l'utilisateur lui-même donne la possibilité à ce que ce compte-là soit parmi les administrateurs. Voilà. Ensuite, vous avez le GCOS. Bon, le GCOS sous comment, c'est tout simplement un simple commentaire. Voilà, c'est juste un simple commentaire, une description, si vous voulez. Vous avez le Home Directory, ok? Le Home Directory sous Linux, c'est votre répertoire d'accueil, ok? Un peu comme sous Windows, voilà. Donc ça, c'est votre répertoire d'accueil, c'est-à-dire le répertoire d'accueil de votre compte utilisateur, en fait. Voilà. Et vous avez en dernier ce qu'on appelle le Login Shell. Le Login Shell, ici, c'est votre shell de connexion. C'est-à-dire quoi? Si vous exécutez vos commandes, ok, qui seront traitées par ce shell. C'est-à-dire quand vous lancez le terminal, en réalité, vous lancez le terminal, c'est pas le shell que vous lancez, c'est le terminal. Le terminal, c'est quoi? C'est un interface en écran noir, voilà, qui vous lie au shell. Et toutes les commandes que vous allez exécuter seront traitées par ce shell. Voilà. On a dit que c'était combiné avec etc shadow. Ok? etc shadow ici, c'est un fichier qui contient des mots de passe cryptés des comptes utilisateurs. Donc, vous voyez que si on veut craquer un mot de passe sous Linux, on utilise la combinaison de ces deux fichiers. C'est comme sous Windows. Sous Windows, vous avez un fichier qui s'appelle SAM. Voilà. Je n'ai pas dit Samantha. Non. Je dis SAM, S-A-M pour Service Account Manager. OK? C'est ce fichier-là qui contient la plupart des comptes utilisateurs, y compris le mot de passe. C'est la même chose, mais sauf que sous Linux, il y en a deux. Vous avez etc Password et etc Shadow. Donc, il contient aussi d'autres informations comme quoi la durée de vie du compte et celui du mot de passe et plus encore. OK? Donc, vous avez le schéma qui est juste à côté. On va décortiquer certains éléments du schéma. OK? Dans etc Shadow, vous avez le login ID, c'est-à-dire quoi? Le nom d'utilisateur. OK? Nom d'utilisateur. Ensuite, ce que vous avez ici, c'est le mot de passe crypté. OK? C'est le mot de passe crypté. Déjà, pour des raisons de sécurité, je crois, il y a de vieux systèmes Linux qui utilisaient le chiffrement DES pour les mots de passe. Mais on a découvert que c'est ce chiffrement DES, pour ceux qui deviennent distribution Linux. Voilà, ce chiffrement DES là,
ok, peut être facilement craquable. On peut casser ce code, en fait. On peut casser le mot de passe. Donc, souvent, il y a des systèmes en interne qui, je veux dire, avec ces nouvelles distributions, qui ont amélioré le système de chiffrement. Voilà, ils ont amélioré le système de chiffrement. Donc, pour cela, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous téléchargez un système Linux, ne vous inquiétez pas de ça. Parce que déjà, Linux fournit déjà assez en termes de chiffrement. Voilà. Maintenant, le login ID, on se rappelle. On va etc password, c'était quoi hein? Le nom d'utilisateur, tout simplement. OK. Maintenant, le mot de passe crypté ici. Si vous remarquez, dans etc password, on avait dit quoi? C'était un X. Mais quand on dit etc shadow, vous avez le véritable mot de passe, mais qui est crypté. OK. Qui est chiffré. Voilà. Donc, c'est le mot de passe qui est là. Prenons un exemple avec... voilà. Je suis un utilisateur du nom égal. Quand je vais faire... OK. Je vais un fichier de configuration qu'on appelle shadow. OK. Mais je vais mettre... Pardon. Voilà. Utilisateur. OK, mes permissions m'accorder. OK, excusez-moi. Je vais passer sur un autre compte. Voilà. Donc, OK. Donc, shadow. OK, on va regarder le compte de quelqu'un qui s'appelle Bial. OK. Voici le shadow dans le fichier etc shadow de Bial. Vous avez le user ID, c'est-à-dire le nom d'utilisateur qui est Bial. Maintenant, tout ce qui est ici, tout ce groupe-là, ok, tout ce groupe-là, c'est quoi? Tout ce groupe-là, c'est tout ce que vous voyez là, c'est le mot de passe de Bial en fait. C'est le mot de passe crypté de Bial. Certains seront étonnés, mais c'est le mot de passe de Bial qui est là. Donc, dans etc, ok, password, je relance la commande. Vous voyez que Bial ici, c'était quoi? Un X. Ok? C'est ce X là qui est traduit ici par ce mot de passe crypté etc shadow. C'est un mécanisme de sécurité de Linux en fait. Voilà, donc voilà un peu. Ensuite, on se rappelle que vous avez ça, last change. Ok? Last change ici, on a 19 297. En fait, ici, il est écrit sous un format de date relatif à l'époque du 1er janvier 1970. C'est-à-dire, il me donne la date, il me donne une date, ok, de façon numérique et non au format jour, mois, année, en fait. Donc, c'est-à-dire, de façon jour, mois, année, de façon numérique, c'est le nombre, ok, c'est-à-dire le nombre, la durée, ok, pendant combien de jours ce mot de passe a été changé, pour faire plus simple, voilà, pour éviter de compliquer les choses. Donc, c'est dit, pendant que c'est égal, c'est 19 297, comme ça, ok. Vous avez minimum et maximum, en fait, ce qui est matérialisé par ces deux points là. Minimum ici 0, maximum 99 999 de votre mot de passe. C'est-à-dire quoi? Je peux préciser la durée à laquelle le mot de passe peut être changé. Ça se fait aussi sous Windows. Hein? Voilà, le mot de passe qui est changé par exemple chaque 2 semaines, chaque 8. Ok? Ici, c'est pas donné. Donc, on va compter. Voilà, 1, 2, champ 3, 4, 5, 6. Le champ 7 et le champ 8. Ok, ce sont ces deux champs-là qui m'intéressent. Le champ 9 ici, c'est réservé. Voilà. Donc, pour un usage futur, ne me demandez pas pourquoi. Le champ 7 et 8. Le champ 7 et 8 ici, c'est quoi? Ok, où il y a un 2 là. Voilà. Où il y a un 2. Ce champ-là m'indique la durée d'activité du compte. Ok? C'est-à-dire quoi? Le champ 7, c'est la durée d'inactivité. J'ai créé ce compte-là avec une durée d'inactivité de 2 jours, en fait. C'est-à-dire ce compte sera inactif pendant 2 jours. Maintenant, ce qui
est mis sous forme de date, année, mois, jour. En fait, il s'agit de la date d'expiration du compte. Si vous voulez, c'est comme date de péremption. Quand la date de péremption est arrivée là, ou bien quand la date de péremption, la date de consommation est passée, c'est mieux. Quand la date de consommation est passée, ok, tu ne peux plus manger ton produit, tu ne peux plus utiliser ton produit. C'est la même chose pour les comptes. Donc, ça fait qu'on peut créer aussi des comptes temporaires, ok, des comptes temporaires sous Linux. De sorte que, par exemple, le compte que j'ai créé ici prendra fin le 2 novembre 2022. Donc, je lui laisse une durée d'inactivité de 2 jours. Donc, après le 2 novembre 2022, c'est fini. Le compte est désactivé. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir, vous avez la possibilité de pouvoir verrouiller aussi vos comptes. Ok? Donc, on va apprendre ça avec une commande. Voilà, juste un élément pratique. Donc, je vais faire sortir ces éléments ici. Ok. Donc, on verra ça un peu plus tard. On va traiter un autre élément qui est etc group. Ok? Un fichier de configuration etc group. etc group, pourquoi? etc group ici contient des informations sur des groupes d'utilisateurs. Excusez-moi, il contient des informations sur des groupes d'utilisateurs. Donc, ça permet de voir à quel groupe appartient un utilisateur et aussi, ça nous permet de voir si cet utilisateur en question a d'autres groupes. C'est pourquoi on parle de groupe principal et groupe secondaire. Ça, c'est sous Linux. Groupe principal et groupe secondaire. De la même manière que sur un serveur, un système serveur, vous mettez un utilisateur dans un groupe. Ok, vous affectez un utilisateur à des groupes d'utilisateurs. Ça peut être en local comme sur un serveur. Voilà, c'est la même chose. C'est ce même fonctionnement aussi, on l'a sous Linux. Voilà. Donc, sous Linux, c'est à peu près le même. Et ici, chez Bial, notre utilisateur, par exemple, ici, vous avez le nom du groupe. Ce que vous voyez ici, c'est le nom du groupe. Ça, c'est le mot de passe du groupe, souvent matérialisé par un X. Et vous avez ce qu'on appelle le GID, c'est-à-dire le groupe ID. C'est l'identifiant du groupe, en fait. Donc, c'est après ça que ce système va reconnaître c'est quel groupe. Petite démonstration, je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Voilà, je vais me connecter. J'ai un autre compte. Et quand je vais taper la commande ID, en fait, sous Linux, la commande ID permet de savoir user ID, c'est 1001. Puis vous avez le nom, ok, d'utilisateur ou encore le login ID. Le GID, ça c'est le groupe ID, ok, qui est 2000 par exemple, un CD user, c'est-à-dire utilisateur standard. Et vous avez groupe, ok, c'est-à-dire quoi? Ce sont des groupes secondaires au fait. Voilà. Le GID ici, ça c'est le groupe par défaut, c'est-à-dire votre groupe principal. Donc s'il y avait d'autres groupes, ok, on allait voir ici parmi les groupes, dans la partie groupe, ok. S'il y avait d'autres groupes, on allait voir ça ici aussi également, avec deux identifiants. Donc c'est très très important. Voilà un peu. Donc tout ceci nous permet de comprendre l'utilisation de quoi? Utilisateur, groupe, etc. Ok. Mais je veux aussi permettre à ce que tout utilisateur de Linux puisse mettre sur pied, ok, créer des comptes temporaires aussi pour pouvoir, voilà, au cas où. Donc, au niveau des comptes temporaires et des permissions, déjà, il faut savoir qu'il est important de créer des comptes temporaires pour éviter à ce que on puisse, pour éviter, pour limiter un peu la casse au niveau des comptes utilisateurs. Voilà. C'est très utile et très pratique. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le durcissement d'exploitation Windows, ok, je passe par là parce que souvent on peut avoir des utilisateurs qui vont utiliser peut-être des comptes de personnes pour pouvoir réaliser certaines activités. Ok, pour créer le compte temporaire pour quelqu'un. Ça peut être même en entreprise, peut-être dans le cas d'audit ou dans certaines situations, on peut créer des comptes temporaires. Une fois que ces comptes sont terminés, voilà, du coup, ils peuvent être désactivés automatiquement. Donc, c'est très important l'usage des comptes temporaires. OK? Maintenant, pour ceux aussi qui partagent leur machine avec d'autres personnes, voilà, n'est pas le seul propriétaire d'un ordi.
Donc, tu peux aussi créer des comptes temporaires pour d'autres personnes. Voilà. Maintenant, l'usage des permissions. Ici, les permissions vont nous permettre de pouvoir limiter l'accès d'un utilisateur ou d'un groupe à une ressource. Voilà. C'est-à-dire, je peux donner le droit à telle personne, à tel utilisateur ou à tel groupe de pouvoir utiliser tel fichier, ou bien de pouvoir modifier, supprimer, voilà, ainsi de suite, comme vous connaissez si bien. Donc, sous Linux, voilà un peu. Voici, on va passer à la pratique. OK? Ce que nous allons faire, on va créer un compte utilisateur. On va créer un compte utilisateur du nom de Jeff. OK? On va apprendre à créer un compte temporaire. Donc, du nom de Jeff. Et ce compte temporaire, par exemple, va prendre fin également le 2 novembre, voilà, 2022. Donc, je vais aller de façon simple. Donc, pour cela, on va utiliser une commande qui s'appelle UserAdd. OK? UserAdd. UserAdd, pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent taper UserAdd, ils vont voir l'aide, le UserAdd pour consulter l'aide. Voilà. Et ici, la création de compte temporaire. Pour créer un compte temporaire déjà, on va utiliser UserAdd. OK? OK, on va définir l'option "-m". OK? L'option D d'abord et l'option M. L'option D ici, c'est pour le répertoire d'accueil. L'option M, c'est pour créer le répertoire d'accueil. On dira home slash quoi? Jeff. Comme ceci. Home slash Jeff. En faisant ça, c'est-à-dire on crée un compte utilisateur du nom de Jeff, y compris la création de son répertoire d'accueil. OK? Ensuite, on peut préciser "-f". "-f" ici, c'est la durée d'inactivité du compte. Par exemple, je dis le compte peut être inactif pendant une semaine. OK? Donc, le chiffre 7, c'est-à-dire 7 jours. OK? "-g". OK? Il fait partie d'un groupe qu'on appelle utilisateur standard, donc petit g. Le petit g ici, ça, c'est le JID, c'est-à-dire c'est le groupe par défaut. Donc, si vous ne connaissez pas le nom du groupe que vous avez, l'identifiant du groupe, vous pouvez mettre l'identifiant du groupe, 2000 par exemple. Si vous connaissez le nom du groupe utilisateur standard, vous tapez le nom du groupe utilisateur standard à la place du chiffre 2000. Ça marche. OK? Ensuite, s'il y a des groupes secondaires, vous pouvez le préciser avec la commande "-g". Voilà. Comme il n'a pas de groupe secondaire, on va travailler avec ça. Il n'a pas de groupe secondaire. Donc, on va utiliser l'option E. L'option E ici, c'est pour préciser la date d'expiration. Donc, on le précise sous forme de année, mois, jour. Donc, 2022, comme ceci. 11-02. Donc, à partir du 2 novembre 2022. Super. Maintenant, on peut aussi lui préciser un identifiant, voilà, utilisateur avec la commande U. Le petit U, c'est pour lui définir un user ID. Voilà. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous pouvez laisser, le système peut le faire aussi automatiquement. Donc, elle est facultative. Ici, moi, je la mets à, par exemple, 1100. Par exemple, un utilisateur standard, je dis 1100, par exemple. OK. User ID 1100. Et je mets le nom d'utilisateur, c'est-à-dire Jeff. Voilà. Donc, voici la commande. Récapitulons. User add. Préciser le répertoire d'accueil. C'est-à-dire définir le répertoire d'accueil, autant pour moi. "-m" pour créer le répertoire d'accueil. "-f" pour préciser la durée d'inactivité du compte. OK? Donc, il sera inactif pendant 7 jours. Ensuite, le groupe, il fait partie des utilisateurs standards. Donc, c'est pourquoi son groupe par défaut, je mets 2000. OK? Parce que j'avais déjà créé un groupe auparavant. Le E, c'est pour la date d'expiration. OK? Donc, je définis la date d'expiration, le 2 novembre 2022, mais qui est écrit de façon inversée. Au lieu de mettre jour, mois, année, on met année, mois, jour. Voilà. Le U, il est facultatif, c'est-à-dire le système peut lui donner un identifiant. Mais ici, c'est moi-même qui lui donne l'identifiant. C'est pourquoi j'utilise le petit U. OK? 1100. Je mets le nom d'utilisateur. OK? Je vais lui donner un shell, OK, de connexion, un login shell, donc "-s". Voilà, j'ai oublié ça. Le S, pourquoi? /bin/bash. OK?
Mais par défaut, c'est bin.sh. Voilà. C'est-à-dire, le système lui donne le shell par défaut. Donc, moi, j'ai précisé tout ça. Et quand je valide avec entrée, déjà, une chose, quand tu utilise user add, il faut utiliser en tant que super utilisateur. Donc, sudo. Quand je valide avec entrée, ok, il me dit invalide. Je vais inverser. -M, c'est pour dire de créer le répertoire. -D, c'est pour définir. Voilà. -M, voilà. Je précise, -M, c'est pour créer le répertoire. -D, c'est pour définir le répertoire d'accueil. Donc, à part ça, tout est bon. Je valide avec entrée. Et c'est fait. OK? On peut consulter Alice, par exemple. Je mets Jeff. OK? Et voici le compte de Jeff qui apparaît ici. Identifiant utilisateur Nissan. Il fait partie du groupe, OK, qui est Standard User. Et je peux aller même sur le groupe, hein, voilà. Par exemple, la VTC passe sur VTC Shadow, VTC Group, comme ceci. Pardon, pas Jeff, mais plutôt grep, un chiffre, par exemple 2000. OK, voilà. Donc, on a notre utilisateur qui fait partie des utilisateurs standards. OK, donc, son groupe par défaut. Donc, si vous voyez que le nom d'utilisateur n'apparaît pas ici, c'est normal. Parce qu'on a défini en G ici. Non, ne vous inquiétez pas. Donc, voici comment créer un compte d'utilisateur temporaire. Vous pouvez aussi le faire également en mode graphique. Voilà. On peut le faire aussi en mode graphique. Hein. Voilà, en mode graphique pour créer des comptes utilisateurs. Voilà, utilisateur et groupe. Donc, dans cette partie utilisateur et groupe, ça c'est sur mon système de façon graphique. Voilà, vous le savez. Donc, voici les paramètres utilisateurs qui apparaîtront. Voilà. Il y a le Jeff, ok, que j'ai créé. Activer le compte. Mais déjà en ligne de commande, donc ici, autant pour m'excuser. Donc ici, j'ai le nom, finalisé, demander de la connexion, le compte est actif. Ok, je peux le mettre dans les groupes. Ici, je peux voir les groupes, gérer les groupes. Donc, si vous n'avez pas le même système que moi, ne paniquez pas, ok? Ne paniquez pas. Donc, je cherche le groupe STD. Ok, voici le groupe ici. Groupe utilisateur standard que j'ai créé. Donc, je vais avoir la propriété, la du groupe 2000. Et voici, hein, voici les membres du groupe. Hein, on peut cocher, vous pouvez cocher le groupe, je crois, non? Oui, on peut cocher les membres du groupe. Donc, tout ça, vous pouvez le faire hein, vous pouvez le faire en ligne de commande, voilà, comme un graphique. Donc, vous voyez un peu. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, petite astuce, si vous voyez que quand vous avez ajouté votre utilisateur temporaire dans un groupe, vous pouvez utiliser aussi l'option grand G et puis spécifier aussi l'identifiant du groupe par défaut, de sorte que il apparaisse. OK? Voilà. Par exemple, je vais utiliser user mode, OK, tiret grand G, j'intègre le nom de l'utilisateur Jeff, voilà, et je peux relancer. OK. Les commandes, par exemple, groupe 2000, et regardez, j'ai juste entré l'ID, hein, le groupe ID, et voilà l'utilisateur Jeff qui s'y trouve. OK, il est dans ce groupe. Donc, c'est un peu ça. Donc, au niveau des permissions, OK, au niveau des permissions, déjà, ce qu'il faut savoir au niveau des permissions, on sait que c'est pour accorder à l'utilisateur des droits d'opérer sur tel ou tel fichier. Hein.
opérer sur tel ou tel fichier. OK. Donc déjà, je vais activer le compte. De Jeff. OK. Jeff, et puis vous me donnez son mot de passe. Donc, en me connectant, voilà, je me suis connecté. Mon répertoire d'accueil hier, OK, je tape la commande. Donc, c'est un compte temporaire. Donc, on a appris à créer un compte temporaire. Le plus intéressant, c'est les permissions, OK? Les permissions, regardez. Par exemple, je crée un fichier et je peux regarder, pour regarder les permissions, hein, vous avez le choix, vous faites LH comme ça. OK, vous avez ici les permissions, sont les permissions. OK, en détail. Au niveau des permissions, on va détailler certains éléments. Vous avez le D. D, c'est pour directory. OK, c'est-à-dire que c'est un répertoire en fait, un dossier. Et vous avez cette partie-là qui est divisée en 3 éléments. Pour cela, je vous invite à aller voir les permissions sous Linux également, mais je vais détailler, je vais être très bref là-dessus. Donc ici, le RWX, et c'est que vous savez déjà. Pour ceux qui ne savent pas, on va rappeler de façon brève. Ça, ce sont des droits d'utilisateurs, OK, qui sont divisés en 3 groupes, par groupe de 3. Vous avez le premier groupe. Ce premier groupe, c'est pour le propriétaire, qu'on appelle owner en anglais. Le deuxième groupe, c'est pour le groupe, voilà, dans lequel le owner appartient, donc l'utilisateur. Et le troisième, c'est pour le other. Le other, ça, c'est ce sont les groupes secondaires, si vous voulez, les groupes secondaires, c'est-à-dire ceux qui sont dans les utilisateurs qui sont dans les groupes secondaires. OK. Vous avez ici Jeff, OK, notre utilisateur, et vous avez le groupe. Vous avez l'utilisateur, vous avez le groupe, vous avez la taille en octets, voilà. Donc ça, c'est la date. Ici, moi, je suis allé au Ghana, donc ne me fatiguez pas avec la suite. Donc, ça, c'est les dates d'accession, dates de modification auxquelles ça a été fait, voilà. Donc, voici un peu ces éléments-là. Donc, c'est la même chose, OK? Donc, c'est-à-dire que si on divise par groupe de 3, vous avez le propriétaire, OK? Il peut lire et écrire le fichier, OK? Par exemple, le groupe, eux, ils peuvent lire, et ceux qui sont dans le groupe secondaire peuvent lire aussi le fichier. C'est bon? Simple. Et la permission de ce droit peut se faire avec la commande chmod, OK? Pour attribuer des droits. Pour la commande chmod, par exemple, vous avez 2 options. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la notation octale, c'est-à-dire quoi? De 0 à 7. Vous avez 7 pour un full write, OK? Quand vous faites ça, c'est-à-dire le premier 7 que vous faites, quand vous faites ça, c'est-à-dire c'est un full write en réalité, un droit total, contrôle total si vous voulez, sous Windows, hein, à la Windows si vous voulez. Le premier 7, c'est pour le propriétaire. Tous les droits, c'est-à-dire quoi? Lecture, écriture, exécution. La même chose pour le groupe. La même chose pour les autres. OK? Donc, comment c'est fait? 7 ici, c'est quoi? Vous avez, ça c'est de façon octave. Traduit par quoi? Le chiffre 4 qui est lecture plus exécution. J'espère ne pas me tromper. Voilà. Lecture plus exécution. Vous avez 2 qui est l'écriture, OK? Qui est la lecture, pardon. 1 qui est la lecture, 2 qui est la lecture, voilà. 1 qui est l'écriture. Si quelque part je me suis trompé, hein, vous pouvez me signifier que je me suis trompé, OK? Comme j'ai dit, l'erreur est humaine. Donc vous avez lecture, l'écriture et l'exécution. Pourquoi on a 4, 2, 1. OK? 4, 2. OK.
Donc, si je vous lance la commande, ok, 4, n'est-ce pas? C'est la lecture. Ah. Ok, 4, c'est la lecture. 2, c'est l'écriture. 1, c'est l'exécution. Donc, voilà un peu. Donc, ça, en combinant ces chiffres-là, vous pouvez traduire. Par exemple, si vous mettez 6, c'est-à-dire quoi? 6, c'est quoi? Lecture plus écriture, en fait. Parce que c'est généralisé. Comme j'ai dit, vous avez 4 pour la lecture, 2 pour l'écriture et 1 pour l'exécution. Donc, si je fais 4 et 2, c'est quoi? Ça fait 6, donc lecture-écriture. OK? Donc, c'est-à-dire que c'est à partir de ces 3 chiffres de base-là que vous pouvez définir de façon octale les droits. OK? Maintenant, vous pouvez le faire aussi de cette façon. Chmod, comme ça. U, OK, pour utilisateur, égale. Ou bien plus X. Quand vous mettez plus X, c'est-à-dire c'est exécution. Ou bien plus RW. U plus RW, c'est-à-dire quoi? Il a le droit de lire et écrire. Il a le droit de lire et écrire. Donc, ceci, c'est passé ici chez parce qu'il y a mis U. U pour user. OK? Donc, je vais le owner. Si c'est le O, c'est chmod. Si vous mettez O pour owner, vous allez vous tromper. C'est pour les autres. C'est-à-dire vous allez définir un droit pour les autres. Donc, vous avez U pour l'utilisateur, G pour le groupe. OK? Si vous faites ça, c'est-à-dire que le groupe a le droit de lire et d'écrire le fichier. Si vous mettez O, le O, c'est pour c'est-à-dire les autres, OK, les groupes secondaires qui ont le droit de ces éléments que je vais vous montrer. Voilà. Mais en plus de ça aussi, vous avez aussi un autre élément. Voilà. Pour vous avez un autre élément aussi pour empêcher. Ça fait partie de ce qu'on appelle les droits avancés. Mais si je sors les droits avancés, on ne va pas suivre. C'est-à-dire, on va sauter, on va aller gauche à droite, ce qui n'est pas intéressant. Donc, retenez par là un peu l'usage des permissions. Donc, c'est très intéressant quand vous utilisez les permissions. Mais dans la deuxième partie, on va voir les permissions avancées. C'est-à-dire qu'on va, c'est-à-dire c'est des permissions un peu comme ceci, mais un peu plus profond. Voilà, un peu plus profond. Donc, voici un peu. Ensuite, on va voir qui s'est connecté sur notre ordinateur. OK? Qui s'est connecté sur notre ordinateur. Donc, pour savoir qui s'est connecté sur notre ordinateur, on n'a qu'une chose à faire. Il y a deux commandes que je vais vous montrer. Vous avez la commande root, OK, de voir qui utilise, quel est l'utilisateur, OK, qui est en activité sur la machine. C'est bon? Maintenant, on peut avoir encore plus précis, c'est-à-dire quel utilisateur qui se sert de ma machine, et puis encore, qu'est-ce qu'il a utilisé comme commande, qu'est-ce qu'il a fait. C'est la commande W, tout court, W. OK? La commande W ici vous dit en marche, la durée, OK? Le nom d'utilisateur est celui-là. Le terminal qui a été utilisé, le TTY ici, c'est le terminal, l'interface du terminal qui a été utilisée. OK? Vous avez la durée de login, le DE. Le DE, c'est pas directeur des études, désolé. Vous avez le login, OK? Donc ici, ça fait environ 33 minutes que l'utilisateur s'est connecté. OK? Et la durée d'inactivité, 2 minutes 20. OK? Il a été inactif pendant 2 minutes 20. La charge du processeur. Par rapport à, je rappelle, la charge du processeur JCPU et PCPU, au fait, ça c'est utilisé par celui-là, le quoi. C'est-à-dire le gestionnaire de session Exception Manager ici, c'est quoi? C'est le gestionnaire de l'interface graphique. En fait, ça montre ici la charge processeur utilisée par l'interface graphique. OK? Il y a quelqu'un qui a utilisé votre machine, vous pouvez le savoir en vous connectant, bien sûr. OK? Vous pouvez vérifier ça à partir de votre machine également. Donc, ici, il vous donne des informations, mais un peu plus détaillées par rapport à vous. Vous, ici, ça veut dire qui, hein, ça c'est en anglais, ça veut dire qui. Donc,
sur quel terminal il s'est connecté, ainsi de suite. Vous avez la durée, la date et l'heure de connexion. Voilà. Donc, c'est la même chose ici. OK? Mais ici, il vous donne plus de détails. OK? Ici, il vous donne plus de détails. Et quels sont les processus exécutés par l'utilisateur? Quand il s'est connecté sur ma machine, c'est quel programme il a utilisé. Donc, c'est tout ça qui apparaît là. OK? Par exemple, si Jeff a utilisé top, je mets top, par exemple, en arrière-plan, et que je fais ça, W, regardez ce qui se passe. Ici, il me dit top. Ok, j'ai lancé un programme de gestion des tâches en arrière-plan. Bon, je pensais qu'il allait apparaître ici, mais il s'est fermé. Sinon, on va aller voir ça ici. Ok. Voilà un peu. Qu'est-ce qui nous permet de voir comment est-ce que j'ai se connecter. En fait, c'est important parce que ça permet de voir un peu l'activité de ce que l'activité sur notre ordinateur. Très important. Donc, l'utilisateur lambda peut taper ces commandes-là. Voilà, il peut aussi les utiliser. Voilà. Même l'administrateur peut aussi utiliser ces commandes pour des vérifications, des investigations, autant pour moi. Donc, voici un peu qu'on a suivi à partir d'un cas pratique. C'est bon? Maintenant, on a l'espace disque. OK? Comme j'avais dit, souvent, à cause de certains programmes, l'utilisation de l'espace disque, c'est-à-dire quand le disque dur, nos PFE sont utilisés de façon anormale, ça, 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 ça doit nous permettre de voir ça comme un indicateur d'alerte. OK? Donc, lorsqu'une machine est compromise, OK, la machine peut être utilisée comme un serveur de fichiers. Donc, vous avez des serveurs d'écoute. Ici, j'ai mis serveur de virus. Pourquoi serveur de virus? Parce que ça peut servir à héberger des fichiers malicieux. Voilà. Des fichiers malicieux pour pouvoir peut-être infecter toute machine qui se trouve dans le même système que la machine compromise. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il est important de contrôler l'espace disque. Voilà, c'est important. Et en contrôlant l'espace disque, on aura au moins la possibilité de pouvoir voir ce qui se passe dans notre système et participer aussi à la réduction des surfaces d'attaque. Donc, on va voir deux commandes telles que df et du. Df et du, OK, sont deux outils qui vont nous permettre de pouvoir avoir un aperçu sur notre espace disque. Par exemple, df qui signifie disk free, OK. Disk free ici va nous permettre de pouvoir avoir un point de vue sur notre disque dur, OK. Donc, sur notre disque et les différentes partitions. Vous avez un UDEV, OK, bon, pour la gestion des périphériques, OK. L'un des fichiers temporaires, tempfs. Vous avez des fichiers, OK, devsda1, ça c'est notre partition, OK. Voilà, maintenant ces chiffres ici, ça c'est en termes de blocs. En fait, sous Linux ici, il utilise le bloc, système de bloc pour pouvoir, voilà, gérer nos fichiers, notre disque. Donc, pour ceux qui auront l'audace d'effectuer le programme DEFI, ok, DFIR, Digital Forensic Incident Response, ce thème-là de bloc va intervenir également. En termes de sécurité informatique aussi, pour ceux qui veulent faire l'initiation hacking également, on va intervenir là-dessus. Voilà. Donc ici, ça nous permet de voir, mais pour des utilisateurs lambda, on ne va pas comprendre ça. Donc, on va mettre "-h". C'est-à-dire, on va rendre de façon les informations lisibles. Voilà. Donc ici, on a le système taille des différents systèmes de fichiers utilisés sur notre disque dur. OK? Traduit ici en mégas, d'autres en gigas. Voilà. L'espace disque utilisé. OK? On a l'espace disque utilisé. C'est bon? L'espace disque utilisé par différents systèmes de fichiers. OK? Sur la taille totale. Et vous avez l'espace disque disponible. C'est bon? L'espace disque disponible. Donc, déjà, vous savez combien d'espace il reste sur votre disque. Donc, s'il y a un programme qui utilise en masse l'espace disque et que vous faites une comparaison par rapport à ce que vous avez vérifié la dernière fois, si vous remarquez qu'il y a une grande différence déjà, ça signifie que peut-être un programme
en train d'utiliser fortement l'espace disque ou bien votre machine a été utilisée dans ce qui s'appelle un vol de service. Un vol de service, c'est-à-dire quoi? C'est le fait qu'une machine soit compromise par un pirate informatique afin de l'utiliser comme un serveur. Ça peut être un serveur de fichiers, un serveur web, un serveur bon, en tout cas, voilà. Voilà un peu. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, il est important de contrôler l'évolution de son espace disque afin d'avoir un bref aperçu. Donc, souvent, pour ces différences, si vous voulez faire un contrôle d'espace de façon hebdomadaire, c'est-à-dire vous programmez un jour de la semaine, ok, voilà, où vous faites ça, df, et puis vous mettez dans un fichier, par exemple, contrôle, 1er septembre, donc 1er novembre 2022, ok, .txt, on met sur un fichier texte, et je peux avoir accès à ce fichier afin de pouvoir réaliser. Donc, si quelque part l'espace a été utilisé, donc je peux faire en comparaison. Mais pour les administrateurs système aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent automatiser ce genre de petits pas, des petits trucs assez simples, mais qui peuvent aussi vous aider à pouvoir utiliser votre système d'exploitation. Ok. Donc, déjà, dans le système d'exploitation, la deuxième partie, on va voir aussi les différents services. Dans la deuxième partie, les différents services utilisés par le système d'exploitation. Donc déjà, si vous avez des utilisateurs qui sont inconnus sur votre machine, vous pouvez verrouiller le compte. Verrouiller le compte utilisateur. Vous faites user, par exemple, ça peut être user mode. Et puis après, vous utilisez -L. -L, pour locker le compte utilisateur. Regardez, je vais le faire en quittant Jeff. Ok, il va sauter, oui, c'est pas grave. Regardez ce qui va se passer. Voilà, je me déconnecte. Quand je fais ça, user mode, par exemple, -L, et je précise le compte. Ok, c'est pour dire à Jeff qu'il y a un compte qui a été verrouillé. Je vais l'exécuter sur le terminal ici. Voilà. Ok. Écran L, par exemple. Et je précise le compte à verrouiller. Le compte, c'est Jeff. Par exemple, je verrouille le compte Jeff. Je l'exécute en tant que mot de passe, en tant que mot de passe, en tant que compte administrateur. Voilà. Sachez aussi que le sudo, vraiment, c'est utilisé lorsqu'on veut effectuer vraiment des tâches d'administration système. Donc, si la tâche que vous voulez effectuer n'est pas l'administration système, c'est pas la peine de l'utiliser. Voilà. C'est un conseil très important. Donc, déjà, regardez, quand je vais me connecter, ok, je vais me connecter. Je vais me connecter. Ok, il me met échec de l'authentification. Pourquoi il me met échec de l'authentification? C'est très simple. C'est parce que j'ai verrouillé automatiquement le compte. Donc, vous pouvez verrouiller automatiquement le compte ici si vous l'avez créé. Ok, vous utilisez user mode -LL pour lock. Pour déverrouiller, vous utilisez la commande grand U. Ok, U pour unlock. Voilà, pour pouvoir accéder au compte. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, déjà, c'est tout pour cette première partie. Ok, donc déjà, vous avez la possibilité de désactiver des comptes. Voilà. Dans cette première partie, donc déjà, on a vu comment mettre sur pied des comptes temporaires, désactiver les comptes temporaires, comment contrôler notre espace disque avec DF, Disk Free, ok, avec disponible. Ça, c'est Disk Usage, ok. Disk Usage, c'est une utilité qui permet de pouvoir vous donner un aperçu de l'espace disque. Donc, pour faire plus simple, il fait -H, voilà. Ok, donc il vous donne pour chaque fichier qui est installé dans votre disque dur, pour chaque fichier dans votre disque dur, il vous donne ce qui, voilà, la taille totale, voilà, et même il vous donne la taille totale d'abord de tout ce qui est installé, tout ce qui est dans le disque dur, comme fichier bien sûr,
qui est dans le 18. Et puis chaque fichier, il vous donne sa taille, en suivant bien sûr une arborescence. Voilà, avec 10 usage. Donc, ça permet aussi, si vous avez le temps, parce que je ne pense pas qu'un utilisateur lambda puisse avoir le temps de parcourir fichier par fichier pour découvrir s'il y a un fichier de trop. Mais déjà, utiliser df free pour vous aider, voilà, à pouvoir vérifier le contenu afin de surveiller votre espace disque. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à me poser des questions. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la deuxième partie.